Hello à tous, ici Thomas Gibaud et bienvenue dans un nouvel épisode de Rêve pas petit. Rêve pas petit, c'est le podcast qui te pousse à te créer une vie de dingue, celle dont tu rêves vraiment. Chaque semaine, je partage avec toi des pépites glanées précieusement au cours de 10 années de coaching et de centaines de personnes que j'ai pu accompagner. Nous allons décortiquer ensemble les compétences clés à maîtriser et les barrières classiques à éviter pour se rapprocher de la vie qui te fait vibrer. Dans Rêve pas petit, j'accueille aussi des personnalités incroyables qui ont osé rêver grand. Ils te partageront les clés de leur réussite pour que tu puisses les appliquer à ton tour, à tes propres rêves. Bref, Rêve pas petit, c'est un joli mix entre action et introspection pour que plus jamais on ne te dise « Rêve pas petit ». Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rêve pas petit. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un éminent représentant du monde du vin en France en la personne d'Étienne Pommier. Salut Étienne et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Thomas, c'est moi qui te remercie de m'avoir invité. Écoute Étienne, j'arrive ici, comme je te le disais avant d'enregistrer cet épisode, j'arrive ici très curieux avec l'envie d'échanger autour de ta passion. Moi, j'ai beaucoup d'estime et de curiosité pour les personnes qui ont su faire de leur passion un métier et c'est le cas te concernant. Donc j'ai beaucoup de questions autour de ça. Comment on professionnalise une passion, de l'expertise que cela demande. J'ai aussi beaucoup de curiosité autour des concours et des certifications qui existent autour du monde du vin, qui est un domaine que tu maîtrises particulièrement. Donc pour vous en dire un petit peu plus, Étienne, c'est une figure importante du vin en France, que ce soit à travers tes certifications, tu nous en diras plus tout à l'heure, de ton podcast qui s'appelle Histoire de vin, que j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir, et puis aussi à tes contributions en tant que juge pour des compétitions internationales qui là aussi attisent ma curiosité, ou bien encore ton expérience professionnelle qui t'a mené en France, en Asie, en Suisse. Bref, moi j'arrive avec les yeux pétillants de curiosité avant cet échange. Je vous laisse vous installer confortablement, vous servir un bon verre de vin si cela vous tente, et je vous souhaite une belle écoute. Étienne, pour démarrer, moi je serais curieux que tu nous partages, selon toi, qu'est-ce que l'on aurait besoin de savoir pour mieux cerner la personne que tu es? Bonne question pour commencer. Écoute, moi je suis avant tout passionné. À la base, j'ai fait une formation en finance et en stratégie très éloignée du monde du vin, mais j'ai compris assez tôt que le conseil ou la banque, c'était pas fait pour moi. Et je suis rentré dans le monde du vin par passion, clairement. Par passion pour le produit, mais assez vite, surtout par passion pour les gens qu'on y rencontre. Parce qu'une des choses qui me fascine dans cette industrie et qui m'a fait faire carrière vraiment dedans, c'est qu'au-delà du goût ou de la passion qu'on peut avoir pour le produit en lui-même, c'est une industrie qui, plus que d'autres, a tendance à aimanter des gens de backgrounds très différents, soit des gens qui ont un background vraiment agriculture, viticulture, BTS, Vitiono, ce genre de choses, soit des gens qui ont fait des études bien plus supérieures, qui ont fait des doctorats de l'œnologie, ou alors des gens qui avaient rien à voir et qui y sont venus par passion, ou des gens qui étaient nés là-dedans mais qui étaient partis faire autre chose et qui sont revenus. Par exemple, t'as un propriétaire d'un grand domaine de Bourgogne qui s'appelle Jean-Marc Rouleau. Lui, sa famille avait un domaine, mais lui, il voulait être acteur. Donc, il a fait la Fémis, il a tourné des films, il continue à tourner d'ailleurs, et il est revenu au domaine à cause d'un drame familial, mais c'était pas ce qu'il avait prévu. Et en fait, dans le monde du vin, on a pas mal de profils très variés comme ça, et ça, je trouve ça très intéressant. Génial. Et de ton côté, Étienne, comment le vin est arrivé dans ta vie? Alors moi, j'ai un petit passif familial parce que mon grand-père était vigneron. Ok. Mon grand-père était vigneron dans le Val-de-Loire, dans un de ces vignobles quasiment inconnus de Sologne, enfin un endroit vraiment sans prétention, mais lui il produisait son propre vin. Le domaine a été vendu quand il a pris sa retraite. Aucun de ses enfants était prêt à prendre la relève. Aujourd'hui, on en a gardé 1,5 hectare dans la famille parce que c'est le patrimoine familial, mais ça coûte bien plus que ça rapportera jamais. Mais ça fait partie de l'héritage. Donc j'ai un petit passif familial. Et après, je te dis, j'y suis revenu un peu plus tard pendant mes études, où j'ai rencontré un producteur bourguignon qui s'appelle Bertrand de Villa, que j'ai rencontré à l'occasion d'une dégustation. Je me suis intéressé à ce qu'il faisait. Et en fait, pendant mes études, j'ai fait une césure assez longue et je lui ai demandé si c'était possible de venir travailler pour lui pendant ma césure. Il a accepté. Et du coup, je suis allé travailler en Bourgogne et ça m'a donné le virus qui m'a plus quitté depuis. Ok. Et moi, il y a quelque chose qui me rend très curieux dans ton parcours, Étienne. Si je peux me permettre de nommer, t'as fait une grande école, t'es diplômé d'HEC Paris. Et dans mes yeux, je peux projeter qu'il peut y avoir une voie assez traditionnelle, royale, dès lors que l'on sort de ce genre d'école. Et à quel moment est-ce que tu ressens que, ok, il y a la finance et la stratégie, et puis il y a le vin, et à quel moment ça switch chez toi, et comment tu vis cette période de transition entre ce à quoi te prédestinait l'école et ce que tu ressens l'envie ou l'élan de faire? Le switch, il s'est fait à travers cette rencontre-là. Pendant cette césure,
J'ai eu l'occasion de travailler dans une agence de communication. J'ai fait de l'audit interne pour une boîte qui faisait de l'approvisionnement en eau, qui était une filiale de Bouygues. Donc, j'ai exploré un peu différents métiers et je me suis rendu compte que voilà, ce secteur-là m'intéressait. La dimension commerce, vente, échanges internationaux m'intéressait aussi. Et voilà, et c'est à ce moment-là que ça s'est fait. Après, il y a la formation école de commerce, clairement tend à te mettre dans une voie un peu marketing, conseil, etc. Moi, je voyais plutôt ça comme une super boîte à outils en me disant si je peux avoir ça, ça me fera une super boîte à outils et après je pourrais décider un peu ce que j'en fais. Et moi, j'ai décidé de l'appliquer au monde du vin, mais à vrai dire, on pourrait le faire avec tout à fait autre chose. Et dans les gens qui étaient avec moi à l'école, ils ont tous eu des carrières très variées. Il y en a qui font de très belles carrières dans le milieu corporate, il y en a qui sont devenus hommes politiques à très haut niveau, il y en a qui aujourd'hui sont profs ou dans des universités ou même dans des écoles. Donc c'est très variable. Mais moi, c'était ce côté boîte à outils qui m'intéressait plus que de me dire je vais faire de la fusion-acquisition. Ok, ouais, j'entends. Et autre élément singulier dans ton parcours, c'est que moi je l'ai appris en découvrant ce que tu pratiquais. J'ai entreaperçu les différents métiers qu'il existe dans l'univers du vin. Tu m'as parlé notamment de l'authentification, etc. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous balayer un petit peu les différentes activités que tu pratiques? Ouais, donc mes deux activités principales, c'est une petite activité de négoce et de vente aux particuliers en Haute-Savoie, autour d'Annecy, là où j'habite. Et donc ça, c'est de la vente comme un caviste un peu typique, si tu veux. À ceci près que moi, j'ai pas de cave physique. Donc, je travaille en ligne et j'organise des événements. Et ma deuxième activité, c'est de faire de l'expertise et de l'authentification sur des grands crus et des vieux millésimes, soit pour des collectionneurs qui ont des caves qui veulent faire expertiser, soit avant ou après des transactions. Donc, typiquement, si tu es un grand collectionneur privé et que tu veux vendre ta collection, tu vas t'adresser à un marchand ou une maison de vente, ou moi, je vais aller chez toi, je vais expertiser tes bouteilles, t'en donner la valeur, vérifier qu'elles sont en bonnes conditions. Et inversement, si tu es un professionnel ou un collectionneur et que tu veux acheter dans une vente aux enchères ou un gros lot qu'on t'offre de très grands crus, de vieux millésimes et que tu veux t'assurer que les bouteilles que tu achètes sont authentiques, je vais aller faire la due diligence pour toi, là où elles sont, avant que la transaction soit effective. Ok, intéressant. Et alors là, moi, comme on dit dans Harry Potter, je suis un peu un moldu de ce monde-là, j'ignore complètement. Et donc, concrètement, comment ça se passe, une expertise ou une certification? Est-ce qu'on a besoin de goûter? Est-ce que ça veut dire qu'il y a besoin d'ouvrir certaines bouteilles? Enfin bref, comment ça se passe? Alors, l'expertise, c'est une expertise physique. C'est une expertise physique de l'objet en lui-même, assez similaire à ce qu'on peut faire sur des objets d'art. Ok. Donc, on va évaluer la bouteille, la qualité du verre, de l'étiquette, de l'impression, le bouchon, etc. Donc, c'est très similaire à ce qu'on peut avoir dans le monde des objets d'art. La seule différence, c'est que c'est très rare qu'on pratique des analyses physico-chimiques comme on peut le faire sur des pigments de peinture, par exemple, sur un tableau. Parce que c'est des analyses qui sont extrêmement coûteuses et qui sont rarement justifiées, sauf quelques cas vraiment rarissimes, par le prix de la bouteille. Le contenu en lui-même, on n'y touche quasiment jamais. Pour plusieurs raisons. D'abord, la dégustation, c'est quelle que soit l'expertise qu'on peut avoir en dégustation, c'est pas un exercice fiable sur lequel on peut se reposer. Parce que pour pouvoir, autant sur un jeune millésime, si on connaît très bien le domaine ou si tu es le producteur en propre, tu pourrais dire que tu peux être sûr de reconnaître ton vin ou de reconnaître tel vin ou tel millésime, ce qui déjà en soi est très compliqué. Autant d'ici 20, 30, 40 ans, sachant que toutes les bouteilles vieillissent de manière différente, c'est objectivement pas possible. Déjà, ça supposerait d'avoir déjà goûté le vin avant, de pouvoir, entre le moment où tu l'as goûté, en supposant que cette bouteille-là était de bonnes conditions, que tu arrives à projeter mentalement le profil gustatif qu'elle devrait avoir aujourd'hui pour voir si ce serait bon ou pas. Donc, objectivement, c'est pas possible. Les seules analyses qui ont été pratiquées en laboratoire, c'est des analyses assez complexes sur des isotopes, des éléments bien précis pour effectuer une datation, par exemple. Mais l'immense majorité du temps, c'est une analyse physique comme un commissaire-priseur ferait sur un buffet Louis XV. Incroyable. Ok. Et donc, j'ai juste une question, qui va être très intéressée, mais je me dis effectivement, pour justifier de faire appel à tes services, j'imagine que c'est pas pour authentifier un Beaujolais nouveau de 2024. Donc, en général, c'est sur quel type de tu parlais de collection. Concrètement, ça ressemble à quoi une collection pour laquelle on peut te faire venir, Étienne? Les collections sur lesquelles je travaille, c'est généralement soit sur des très grands vins qui sont valorisés extrêmement cher sur le marché. Donc, ça va être très majoritairement les plus grands domaines de Bordeaux ou de Bourgogne. Donc, tu vas avoir le domaine de la Romanée-Conti, Pétrus, Le Pin, des domaines comme ça. Parce que c'est des bouteilles qui ont énormément de valeur et pour lesquelles, à la fois, l'authenticité peut parfois être un enjeu, mais même ne serait-ce que la condition des bouteilles. Parce que si tu as une bouteille qui se trouve en mauvaise condition, avec un niveau qui est un peu trop bas ou qui aurait pu être soumise à des variations de température qui auraient mis en danger l'intégrité de la bouteille,
L'investissement que tu vas faire dedans ou ton achat pour une occasion quelle qu'elle soit de plusieurs milliers d'euros peut se retrouver ruiné si tu t'es pas assuré avant qu'elle était non seulement ce qu'elle prétendait être, mais aussi en conditions optimales de dégustation. Ok. Et justement, j'imagine que le parcours pour devenir une personne habilitée à authentifier, certifier les bouteilles, c'est quoi le chemin en fait pour arriver à ce rôle-là et à cette expertise-là? Écoute, il y en a pas vraiment. Ok. Il y en a pas vraiment. Non, alors d'abord il faut que je te précise qu'on est très très peu nombreux à faire ça. Si on est 40 dans le monde à faire ça, à mon avis, c'est une estimation assez haute. Ok. La plupart des gens qui font ça, ils travaillent pour soit pour quelques grands marchands, soit pour quelques grandes maisons d'enchères. Mais il y a aujourd'hui les deux plus grands experts mondiaux, c'est un Anglais qui habite à Bordeaux qui s'appelle Michael Egan et une Américaine qui est basée à San Francisco qui s'appelle Maureen Donnay. Et les deux, ils se sont formés un peu sur le tas, si tu veux. Elle était marchande, elle a travaillé dans des maisons d'enchères aux États-Unis. Lui, il a travaillé pour Sotheby's pendant des années et ils se sont formés comme ça. Moi, j'ai eu l'occasion de les rencontrer tous les deux. Ça m'arrive de collaborer avec eux éventuellement sur certains travaux. Moi, je suis rentré là-dedans en faisant mes propres recherches. J'ai travaillé à l'étranger pendant longtemps et j'ai commencé à faire mes propres recherches sur les vins que nous on achetait parce qu'on achetait beaucoup de vins en direct des domaines, mais aussi beaucoup de vins sur le marché secondaire. Et j'ai commencé à essayer de me former à ça. J'ai eu l'occasion de la rencontrer, elle, l'experte américaine, et une Master of Wine qui s'appelle Siobhan Turner, qui est anglaise, qui est une experte certifiée en Angleterre. Et du coup, c'est elle qui m'a servi de mentor pour m'accompagner un peu là-dedans. Mais elle a créé la première certification qui existe en la matière, mais cette certification, on est 10 dans le monde à l'avoir. Ok, incroyable. Donc c'est très très limité. Ok. Et t'as évoqué ce nom-là, qui, lorsque j'en ai parlé à des amis qui s'intéressent à l'œnologie, les ont fait halluciner. T'as évoqué le titre de Master of Wine, qui semble être un peu le Graal, en fait, le boss de fin du jeu dans ce monde de l'œnologie. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que quand ils ont cherché moi à me l'expliquer, ça me paraissait juste titanesque, en fait, ce que cela demande. Je serais curieux, avec tes mots à toi, à quoi cela ressemble ce Master of Wine? Oui, bien sûr. Le Master of Wine, c'est un certificat d'aptitude qui a été créé par l'industrie anglaise à la base dans les années 50. Le premier examen était en 1953, si mes souvenirs sont bons. Et à la base, c'était pour s'assurer au sein de l'industrie anglaise que les gens qui dirigeaient les grandes maisons, qui étaient responsables des achats, etc., étaient sérieux et savaient de quoi ils parlaient. Donc c'est resté pendant très longtemps quelque chose d'un peu anglo-anglais, qui a commencé à s'ouvrir dans la fin des années 80, au début des années 90, et qui aujourd'hui s'est beaucoup internationalisé. Alors c'est un examen qu'on passe en plusieurs étapes. Le process se fait en 3 années, mais en fait c'est des années théoriques parce que généralement ça prend bien plus de 3 ans pour le finir. Une première année où en gros tu passes un examen pratique, un examen théorique, où on va valider ou pas si on pense que tu es apte à passer l'examen. La deuxième année où tu passes tout un examen pratique qui consiste en 3 dégustations à l'aveugle de 12 vins chacune, 2h15 de dégustation, avec 4 ou 5 questions sur chaque vin auquel il faut que tu répondes en même temps que tu les goûtes, sur l'origine, les méthodes de vinification, le type de terroir ou de climat d'où ça peut venir, le positionnement du vin sur le marché. Et tu as toute une partie théorique qui interroge les candidats sur 5 grands aspects du monde du vin: la viticulture, la vinification, tout ce qui relève des procédures d'embouteillage, de contrôle qualité, le marketing et le business du vin, et un 5e module qui sont des problèmes contemporains sur le vin est-il bon pour la santé, par exemple, ce genre de choses. Et donc là, tu as une série de papiers à écrire avec une quinzaine de papiers à faire. Donc ça, c'est un examen que tu passes sur une semaine. Et si tu passes cet examen-là, tu arrives au 3e niveau, où là, tu dois travailler sur un mémoire de recherche. Le mémoire de recherche, c'est le niveau où moi j'en suis aujourd'hui, où là, c'est quelque chose que tu fais en 1-2 ans, parfois plus, sur un sujet de ton choix que tu soumets, qui se rapproche un peu du travail d'un doctorant sur une thèse. C'est pas tout à fait aussi exhaustif qu'une thèse, mais c'est un peu le même genre d'approche. Incroyable. Et corrige-moi si je me trompe, Étienne, mais de ce que j'ai pu comprendre, c'est que ces dégustations et tout ce savoir que tu es censé apporter en lien avec les vins que tu dégustes, on est d'accord que ça peut être n'importe quel vin sur la planète? Oui. Ok. Oui, ça peut être aussi bien ton vin de supermarché vendu à 3 € que un grand cru de Bordeaux ou de Bourgogne ou Dom Pérignon ou n'importe quoi. Ouais. Ok. Et donc là, évidemment, la question naïve que cela m'amène à moi, c'est tout simplement comment on se prépare à ça, c'est-à-dire comment on a un palais et un savoir qui fait que tu es capable à la fois de savoir comment produire ce vin australien ou ce vin de Californie comme un grand cru. Comment on se prépare à ça en fait? Il y a une préparation spécifique pour l'examen qui est un peu propre à chaque candidat. Mais en fait, la préparation, elle commence bien avant. C'est la règle des 10 000 heures que tu as dans tout un tas de domaines. Tu tombes pas là-dedans par hasard. Et en fait, ce travail-là,
tu le fais en amont parce que la masse d'informations est évidemment gigantesque. Donc, tous les gens qui rentrent dans ce programme-là, c'est déjà soit des gens qui sont des sommeliers ou qui travaillent dans le monde du vin depuis des années, qui ont déjà une grosse expérience et qui, en gros, vont rentrer dans le programme et affiner cette expérience et leurs connaissances pour les faire rentrer dans le format de l'examen, si tu veux. Mais donc, tu vas travailler, faire des exercices de dégustation, des choses comme ça, mais tu pars pas de zéro. Si tu pars de zéro, tu peux pas rentrer de toute façon. La barre est trop haute. Tu peux voir ça comme un espèce de MBA du vin ou de doctorat, donc dans lequel tu rentres qu'en ayant déjà un très très solide bagage avant. Après, pour la partie dégustation, la dégustation, c'est une technique. Il y a rien de magique à ça. Il y a quelques personnes moi j'en ai rencontré moins de 5 dans ma vie, qui ont la mémoire des saveurs, c'est-à-dire c'est un peu l'équivalent de l'oreille absolue pour le palais, et qui sont capables de se rappeler parfaitement ce qu'elles ont goûté le 15 janvier 92. Mais ça, c'est rarissime. Pour le reste, et pour le commun des mortels, dont moi, c'est une technique qui s'apprend, qui se travaille, et avec beaucoup de travail et d'abnégation. Si tout va bien, ça finit par passer. Ok. Et avant d'aller justement à ça finit par passer, je suis curieux. Si c'est vulgarisable pour toi, moi ça me rend hyper curieux. Comment on travaille ça? Tu disais une dégustation c'est assez technique. Ok, c'est quoi les éléments techniques auxquels on porte de l'attention et qu'on souhaite développer, travailler dans le cadre d'une dégustation? L'analyse gustative sur un vin quel qu'il soit, que ce soit un champagne, un porto, un bordeaux, n'importe quoi, elle suit tout un tas d'étapes qui sont assez connues, que tu peux trouver facilement dans les livres, où tu commences par regarder tout ce qui relève de l'aspect du vin, la couleur, la brillance, la transparence, la viscosité, etc. La présence de bulles ou non, la présence de sédiments ou non. Ensuite, tu as toute une partie olfactive, avec une analyse olfactive des gammes aromatiques qu'on trouve, de toutes les nuances qu'on peut avoir dedans. Après, tu as une analyse du palais, de la structure et des différents éléments qui structurent le vin, que ce soit les tanins, l'acidité, le sucre, etc. Et ensuite, tu mets un petit peu tout ça ensemble. Moi, j'organise régulièrement des dégustations, moi j'organise pour des groupes privés, soit sur demande. Dans ces dégustations-là, moi, ce qui m'intéresse en tant que dégustateur, quand je participe à un événement où je suis invité ou auquel j'ai pris ma place, ce qui m'intéresse, c'est pas que quelqu'un me dise ça a le goût de framboise et c'est comme ci ou comme ça. Parce que la dégustation, c'est un exercice personnel, et si on goûte la même bouteille ensemble, le vin a une espèce de valeur absolue qui est la même pour nous deux, mais on a chacun notre propre filtre qui fait qu'on va le percevoir différemment. Donc ce qui m'intéresse, c'est pas tant que tu me dises ce que toi tu en penses, mais plutôt que tu me donnes les clés pour essayer de comprendre par moi-même qu'est-ce qui fait que ce que j'ai dans le verre goûte comme ça. Et quand je fais des dégustations, c'est ça que j'essaye de faire, d'essayer de donner ces clés aux gens pour leur faire comprendre que si l'acidité, tu l'aperçois de telle manière, ça veut dire qu'en vinification, ça correspond à ça. Si tu perçois tel type d'arôme, ça veut dire qu'on a utilisé des fûts à 9 à 50% pendant 14 à 16 mois. Ok. Passionnant. Et ça m'amène 2 autres questions sur ce Master of Wine qui sont plus pratiques. La première, c'est, est-ce que tu saurais, grosse maille, nous dire le volume de vin que ça t'invite à maîtriser ou à minima à connaître dans le cadre de ce diplôme-là? Tu vois, j'ai aucune idée de la volumétrie que cela représente, en fait. En volumétrie, c'est-à-dire en nombre de bouteilles ou d'appellations ou... Ouais, en nombre de types de vins, tu vois, en nombre de références, si je peux dire, tu vois, est-ce que ça t'invite à, tu vois, il faut que tu maîtrises 500 vins, 500 appellations, je suis désolé, mes mots sont pas précis, mais juste pour avoir une idée de ce que cela représente. Non, c'est plusieurs milliers parce que en France, tu serais censé connaître à peu près toutes les appellations déjà. Pareil en Italie ou en Espagne. Après, la manière dont l'examen fonctionne, le but principal, si tu veux, c'est de s'assurer que tu as une connaissance technique du produit qui est très bonne et que tu as une analyse qualitative qui est également sans faute. C'est-à-dire que si on te propose à l'aveugle un grand cru de Saint-Julien et que tu dis que c'est un grand cru de Margaux, c'est pas très très grave. T'es sur un grand cru, c'est 2 appellations qui sont sœurs. Il y a beaucoup de Saint-Julien qu'on peut confondre avec des Margaux et inversement, donc c'est une erreur qui est pardonnable. Par contre, si le grand cru de Saint-Julien, tu dis que c'est un Bordeaux de négociant qui se vend à 6 € en supermarché, là, il y a un souci. Là, il y a un souci parce que ça veut dire que t'es passé à côté de la qualité et que pour le coup, tu maîtrises pas les nuances et les différences qui font que celui-ci est un grand cru et pas celui-là. Mais d'une manière générale, ce serait, je sais pas, peut-être 5000 types de vins, quelque chose comme ça, 4-5 000. Je te dis ça vraiment à la louche, mais... Ouais, non, mais c'est juste pour avoir une idée, tu vois, j'étais incapable de me le représenter. Ouais, c'est titanesque. Mais en fait, c'est pas tant un apprentissage item par item que moi, dans ma tête, je les ai écrites pour me préparer pour l'examen. Je vois plus ça comme une carte à travers laquelle tu navigues. C'est-à-dire que si je me trouve en face d'un verre de vin rouge, je vais commencer par regarder la couleur, l'aspect du vin. Tout ça, ça va me dire tout ce que ça ne peut pas être. Et de là ensuite,
je vais partir sur une branche, ok, tel type d'arôme, ça veut dire que ça vient plutôt de tel cépage ou tel cépage. Et en fait, de fil en aiguille, t'arrives à un certain nombre de conclusions possibles, et après, t'essayes d'affiner à partir de là. Mais plus que d'apprendre une liste par cœur, c'est plus un process que tu parcours. L'autre question après la volumétrie, moi j'étais très curieux. Là, c'est vraiment, je serais intéressé pour des petites anecdotes ou peut-être des éléments qui nous aident à comprendre. Quand j'ai parlé à cet ami, Cyril, si tu nous écoutes, que j'allais recevoir quelqu'un qui postulait au Master of Wine, il m'a dit, c'est hallucinant le nombre de paramètres sur lesquels on vous demande de la connaissance ou de l'expertise. Et donc, moi, je serais intéressé peut-être que tu nous partages, juste pour que l'on se rende compte, le type de caractéristiques que l'on vous demande de maîtriser ou sur lequel vous devez être capable d'élaborer lorsque vous présentez un vin. Ça peut aller jusqu'à quel niveau de détail, Étienne? Alors, le niveau de détail et de connaissance vraiment fine, il va être surtout exigé à l'écrit, plus que à l'écrit pour les modules théoriques, plutôt que pour la pratique. Parce que pour la pratique, tu es extrêmement limité par le temps, ce qui fait que tu as moins de 10 minutes pour goûter et répondre aux questions sur chaque vin. Ce qui, pour la pratique, te laisse au grand maximum 2 minutes à goûter, sans plus. Ce qui veut dire que la difficulté de l'entraînement pour la pratique, elle est de concentrer tout le process mental de parcourir cet arbre décisionnel dans un temps extrêmement limité. Parce qu'avec suffisamment de temps, tu finirais toujours par y arriver. Donc, et du coup, les réponses, comme tu es limité dans le temps, c'est des réponses qui doivent être très concises, très précises. Mais sur la théorique, ouais, là, tu peux aller assez loin, ouais. Assez loin, par exemple, le pH qui sert à mesurer l'acidité. Selon le pH d'un vin, tu as des composés solubles dans le vin qui vont avoir une charge soit positive, soit négative. Et tous ces composés-là, ils ont un point isométrique bien spécifique qui fait qu'à partir d'un certain pH, ce qui est positif devient négatif et ce qui est négatif devient positif. Ce qui veut dire que quand tu es vigneron et que tu veux stabiliser ou clarifier ton vin, tu t'y prends pas de la même manière selon le pH et selon le type d'élément. Donc ça, c'est quelque chose que tu dois être capable d'expliquer précisément ce que c'est que le pH d'abord. Et ensuite, en quoi est-ce que ça peut affecter les processus de clarification. Et ça, c'est pas des choses dont on parle en dégustation généralement. J'imagine bien. Ok, merci Étienne, ça me donne une petite teneur. À présent, si tu es d'accord, c'était l'aspect expertise de ton métier. Et moi, je suis curieux ce podcast s'appelle Rêve pas petit. Je suis curieux de ce que représente ce Master of Wine, en fait, pour toi. J'imagine, tu le disais, c'est peut-être la concrétisation de ces fameuses 10 000 heures de pratique. Qu'est-ce que cela représente dans ta vie, en fait, le fait de candidater et d'obtenir ce Master of Wine? Au début, quand je suis rentré dans ce programme-là, je voyais ça un peu comme un accomplissement de rentrer là-dedans parce que c'est extrêmement sélectif, parce que c'est la certification la plus élevée que tu peux obtenir dans le monde du vin. Il y en a une autre qui s'appelle le Master Sommelier, qui est plus spécifique aux gens qui travaillent le flore et à la sommellerie. Donc au début, je voyais ça un peu comme un accomplissement. Et en fait, plus j'étudie et plus je me rapproche du bout, plus je me rends compte que d'abord, j'ai pris énormément de plaisir au parcours en lui-même, même si ça a été extrêmement dur et que je te cache pas qu'il y a des moments compliqués parce que d'abord, c'est beaucoup de travail seul, littéralement des milliers d'heures de travail seul où t'es face à toi-même et où c'est pas facile tout le temps. Mais ce qui m'a fait y rester, c'est surtout les rencontres et les gens que j'ai croisés à l'intérieur, soit des gens qui sont Master of Wine ou qui finissent par y arriver, mais aussi plein de candidats qui n'y arrivent pas parce que malheureusement, l'immense majorité des gens qui s'inscrivent n'arrivent pas à aller jusqu'au bout. Et c'est un peu ça qui m'y a fait rester. Et en fait, aujourd'hui, plus ça va et plus je vois le nombre de gens que j'ai croisés qui sont extrêmement talentueux, pour certains de bien meilleurs dégustateurs que moi, par exemple, et qui, eux, n'ont pas réussi à aller au bout, que je me rends compte de la charge et de la responsabilité que ça représentera quand finalement j'aurai le diplôme, si tu veux. De non seulement d'arriver à se porter, mais de se maintenir au niveau d'exigence qui va avec. Et qu'en fait, plus ça va, plus je me rends compte que bien plus qu'un accomplissement, c'est une responsabilité en plus. Et tu l'évoquais, cette notion moi j'ai entendu résilience, ténacité à travers les mots que tu employais là. Et je suis curieux comment tu maintiens ça là? Je peux imaginer le côté pharaonique du travail que cela représente. Comment tu parviens à rester engagé ou à y voir suffisamment de sens dans tout ça, malgré les moments où tu le disais, où c'est difficile, etc. C'est quoi ton regard à toi sur le fait que toi tu es toujours dans l'aventure et en course? Le seul moyen d'y arriver pour moi, c'est l'échange avec les autres. C'est l'échange avec les autres et c'est aussi un peu propre au produit en lui-même et à la dégustation. C'est-à-dire que contrairement à plein d'autres savoirs sur lesquels tu peux facilement échanger avec quelqu'un qui va pouvoir t'apprendre des méthodes, etc., étant une expérience sensorielle, la dégustation, c'est quelque chose d'extrêmement personnel, vu que personne sait comment toi tu goûtes. C'est quelque chose qui est difficile à transmettre. Et si tu te retrouves face à des difficultés à identifier telle ou telle chose, tes difficultés sont pas celles de ton voisin. Et du coup, en étant tout seul, même si tu es en groupe, en goûtant, tu te heurtes toujours un peu à cette idée-là où tu te dis, mais
moi, ça me paraît évident et lui, il le comprend pas. Et inversement, pour lui, ça paraît facile et moi, j'arrive pas bien. Et le seul moyen de contourner ça, c'est d'échanger avec le plus de gens possible. Et au final, toute cette masse de subjectivité va finir par créer un début d'objectivité, si tu veux. Et ça te rapproche un peu plus de la vérité et tu te dis, ok, donc du coup, c'est plutôt dans cette direction-là qu'il faut aller. Mais c'est par nature un exercice assez solitaire. Donc c'est trouver la motivation et peut parfois être un peu délicat, ouais. Et je suis curieux, je te projette évidemment beaucoup étudier, etc. Et je suis curieux de familialement, comment ça atterrit un rêve comme ça, en fait, dans une famille? Alors, moi, j'ai la chance d'avoir une épouse qui est extrêmement compréhensive, et qui me laisse le temps et la latitude de faire ça. Mais c'est clairement, comme tous les projets de très longue haleine comme ça, c'est un choix qui se fait à deux parce que tu sais que tu vas y passer beaucoup de temps, que ça, financièrement, ça a un impact qui est pas neutre non plus. Que ce soit le programme, mais que ce soit l'acquisition des échantillons ou les voyages que tu vas devoir faire pour aller rencontrer telle ou telle personne ou visiter tel ou tel domaine. Et c'est surtout un gros investissement en termes de temps qui est pris sur le temps du week-end, du soir, du matin. Donc ça a un impact, mais c'est un impact qui est ni plus ni moins important que quelqu'un qui choisirait de faire un doctorat ou de se préparer pour un Ironman. Mais c'est des choix. C'est des choix et c'est des choix qui, comme ils ont un impact sur la vie de famille, c'est des choix qui, à mon avis, doivent se prendre à deux. Merci pour tout ça, Étienne. Ça nous amène à ce moment dans l'épisode. J'aime beaucoup, en fin de conversation, de te proposer cela. Je vais te partager 10 concepts. D'accord. Que je trouve intéressants. Et ma demande, c'est, tu as une phrase pour y répondre. Pas de longues explications, etc. Juste une phrase pour évoquer ce que ce concept évoque pour toi. Ça marche? Allez. Le premier, c'est le rêve. Le rêve, c'est un moteur. Le rêve, pour moi, c'est un moteur. C'est quelque chose qui te fait lever le matin et qui te fait avancer. La vie. La vie, c'est du temps. C'est le temps passé avec les gens qui comptent. La mort. La mort, ce serait l'arrêt de ce temps-là ou la fin de l'échange et du contact avec les autres. Le bonheur. Le bonheur, pour moi, il est dans le regard des autres. Il est dans le regard, dans le sourire de l'autre. C'est ce que tu donnes et que les autres te renvoient. La peur. La peur, pour moi, c'est à la fois de la sagesse et de la frustration. Parce que c'est un moteur, mais c'est en même temps quelque chose qui peut t'immobiliser et qu'il faut savoir surmonter. L'apprentissage. L'apprentissage, c'est un voyage long, sinueux et semé d'embûches. Les autres. Les autres, c'est ce qui met du sel et du piment dans la vie. C'est l'échange et tout ce qu'on peut en tirer. Le succès. Le succès, c'est d'arriver à un moment et de se dire qu'on est à sa place. Et enfin, le dernier. Le vin. Le vin, pour moi, c'est du partage. C'est du bonheur et du partage. Merci beaucoup pour tout ça, Étienne. Avant de te laisser filer, je serais curieux à la lumière de ton parcours, ton expérience, tout ce que tu as vécu, si tu avais une invitation à partager aux personnes qui nous écoutent, quelle serait-elle? Je dirais à être le plus ouvert et le plus curieux possible. Le curieux de nouvelles rencontres, de nouvelles expériences, de nouvelles choses. Parce que là, on se forge pour moi dans l'échange et dans l'interaction. Merci 1000 fois, Étienne, d'avoir accepté en tout cas de partager ton parcours avec nous. C'était un bonheur de prendre ce temps ensemble. Merci à toi, tout le plaisir était pour moi. Je mets tous les liens podcast et pour les gens qui souhaiteraient en découvrir plus sur toi et ton activité en description de cet épisode. Je vous invite à aller retrouver ça. Et puis Étienne, on croise tous très fort les doigts pour cette suite dans le Master of Wine. Plein de courage dans ce que cela demande. Et puis je te dis à très bientôt. Merci Étienne. Je te remercie Thomas. À bientôt. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi. J'espère sincèrement que cet épisode t'aura donné des clés ou de l'envie pour avancer vers la vie qui te fait rêver. Et avant de te laisser filer, je voulais juste te partager que je ne rêve pas petit avec ce podcast. Donc s'il t'a aidé, inspiré, j'adorerais que tu me laisses un petit mot ou 5 étoiles. Ça m'aiderait à faire de ce rêve un grand rêve. À très vite.